Il y a ces images, le convoi qui arrive depuis l'aéroport jusqu'au Kremlin avec Steve Witkoff, vous le voyez, l'émissaire américain. Dernier rendez-vous, 4e, 5e rendez-vous même, ultime rendez-vous pour sceller cet accord. Petit problème bien évidemment, c'est que cette paix vendue par Washington à Moscou se fait sur le dos des Ukrainiens qui vont devoir en payer l'addition. Vous verrez d'ailleurs, l'addition est plutôt sévère. Quant à l'Europe, elle n'a même pas eu le droit au chapitre et devra se contenter, peut-être, je dis bien peut-être, d'assurer le service après-vente, surtout si ça se passe mal. Mais direction le bureau ovale, c'était cette nuit à la Maison-Blanche. Écoutons le président américain. J'ai ma propre échéance. Nous voulons que cela aille vite. Et le Premier ministre nous aide. Il veut aussi que cela aille vite. Et je pense que tout le monde en ce moment même à l'OTAN veut que cela se concrétise. Nous avons donc une date limite. Et après cela, nous aurons une attitude très différente. Mais je pense qu'il y a de très bonnes chances que cela se fasse. Et c'est peut-être cette attitude très différente qui a fait peur du côté de Moscou, parce qu'on vous le dit depuis plusieurs jours, du côté du Kremlin, on aimait traîner les pieds, en faire à sa bonne tête, prendre son temps, surtout le timing de Moscou. Et bien hier, à la surprise générale, Sergueï Lavrov, le puissant ministre des Affaires étrangères russe, prend la parole et écoutez la suite. Ça devrait arriver. Ça va arriver. Moscou, c'est toujours un petit peu loin, donc ça va arriver. Le président des États-Unis pense, et je pense à juste titre, que nous avançons dans la bonne direction. La déclaration du président mentionne un accord, et nous sommes prêts à le conclure. Mais il reste des points spécifiques, des éléments qui doivent être peaufinés. Alors, Magali, c'est là où on avance, parce que jusqu'à présent c'était niette. Maintenant, on parle du côté du Kremlin d'éléments qui doivent être peaufinés. Et puis on a ces images de l'émissaire spécial, le grand négociateur de Donald Trump, qui est arrivé à Moscou. Et Steve Witkoff, le négociateur, est justement à Moscou aujourd'hui pour peaufiner ces derniers détails. On aimerait évidemment les connaître. La presse américaine dit qu'il vient notamment pour parler avec les Russes de la démilitarisation de l'Ukraine. C'était la revendication des Russes, inacceptable pour les Ukrainiens. Et ce serait manifestement sur ce sujet-là qu'il y aurait des discussions, parce que évidemment la pilule, elle est très dure à avaler pour l'Ukraine dans le plan tel qu'il est proposé. On voit bien que la Russie fait quand même un pas dans la direction de Trump, parce que hier, notamment après les dernières frappes russes sur Kiev, il y a eu ce message de Donald Trump exaspéré qui disait bon, maintenant stop Vladimir. Et donc dans la nuit, Sergueï Lavrov donne cette interview aux télé américaines, c'était sur CBS, en disant nous sommes prêts. On a l'impression qu'il essaye de calmer un petit peu Donald Trump, même si des détails doivent être peaufinés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une intense activité diplomatique. Marco Rubio, d'ailleurs, qui était dans le bureau ovale lui aussi hier, le secrétaire d'État américain, a dit que des rencontres allaient se multiplier encore pendant tout le week-end. Vous savez que Donald Trump arrive ce soir à Rome pour les funérailles du pape, que Zelensky sera aussi à Rome, tout comme Emmanuel Macron. Donc il y a une intense activité diplomatique, et finalement le plan américain, qui est un peu une esquisse, qui est pas très détaillée, sert de base à ces discussions. Et on sent quand même que sur certains points, les choses potentiellement peuvent se débloquer. Alors, on reviendra avec Kelly dans un instant sur les détails de ce plan américain accepté visiblement par les Russes. Nicole Niesotto, il y a aussi ce changement de ton, il est important, de Moscou, parce qu'à la fin de ce que vous avez entendu de Donald Trump cette nuit dans le bureau ovale, on sent quand même le président américain agacé en disant voilà, c'est ça, il y a des chances, on y va, mais si on n'y va pas, et il parle de l'OTAN, ça va finir par me lasser. Et puis juste après, Lavrov, c'est pas son habitude, qui dit on fera comme le président américain a dit. Oui, parce que les Russes sont quand même des gens intelligents. Et donc, ils ont compris que dans la proposition américaine, ils empochent 4 de leurs 6 revendications. Et ils empochent la reconnaissance de la Crimée, alors pas de tous les territoires conquis, mais au moins la Crimée, celui conquis en 2014. Ce qui est énorme et symbolique. Oui.
Ils empochent le fait que l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. Bon, il n'y avait pas beaucoup de doutes, les Américains n'ont jamais été pour, mais enfin ils l'empochent. Même de l'époque Biden. Absolument. Que l'Amérique est peut-être prête à lever les sanctions et à reprendre une coopération économique avec la Russie. Et donc ça c'est mon quatrième, la coopération économique avec... Donc c'est beaucoup. Il y a simplement 2 points sur lesquels les Américains ne disent rien, et donc on suppose qu'ils ne les reprennent pas à leur compte. C'est le fait que l'Ukraine ne serait pas neutralisée, puisqu'elle aurait droit à son armée, etc., à son industrie d'armement. Et deuxièmement, la dénazification, c'est-à-dire les nouvelles élections. Et donc, sur ces 2 points, dénazification et neutralisation de l'Ukraine, les Russes ont, entre guillemets, perdu, c'est-à-dire que l'Amérique ne reprend pas ces 2 revendications, mais sur les 4 autres points qui sont des points durs, quand même, la levée des sanctions, la reconnaissance de la Crimée, les Russes ont compris que c'était peut-être le moment d'empocher déjà ces résultats, quitte après à grappiller pour obtenir encore les 2 autres. Donc je trouve que les Russes, à mon sens, ne répondent pas à la colère de Biden, mais répondent à de Trump, pardon, mais répondent à leur propre intérêt, à leur C'est le propre moment, agenda. Effectivement, d'essayer de coincer Zelensky. Alors, avec Kadi qui vient de nous rejoindre, on va voir en détail ce plan proposé. Vous allez voir quand même qu'il y a de très très nombreuses couleuvres à avaler depuis Kiev, où on retrouvera d'ailleurs Gwendoline de Bono dans quelques instants. Grégory Phillips, vous les connaissez bien, ces Américains, et notamment Donald Trump. Pas personnellement. Pas personnellement, je le précise, mais en tout cas, sa politique et peut-être sa patience. Et ça fait une petite dizaine de jours qu'on le dit agacé. On a le sentiment que ce soit avec les Ukrainiens et avec les Russes qu'il a fait le job, et il fallait que ça paye, sinon il allait changer de temps. Oui, alors vous savez, ce calendrier trumpien est un peu évolutif, puisqu'on est passé de 24 à 48 heures pour régler la guerre, quelques semaines, et puis là, il se donne encore quelques jours, et lui, il a en tête la date du 30 avril, donc c'est milieu de semaine prochaine. C'est 100 jours. 100 jours à la Maison-Blanche. Et c'est sûr, il est certain que Trump a envie d'accélérer les choses parce que ce serait bien d'obtenir un gain diplomatique à cette fameuse barrière des 100 jours qui est extrêmement symbolique aux États-Unis pour, entre guillemets, passer à autre chose et se débarrasser de cette épine dans le pied. Donc ça, c'est un souhait de Trump et qui vise encore plus loin. On sait que, par exemple, il aspirait un jour à avoir le prix Nobel de la paix comme Barack Obama. Donc, en gros, l'idée de Trump, c'est maintenant, ça suffit. J'ai mis, effectivement, Witkoff, Kellogg, Rubio à la tâche. Il y a de la mauvaise volonté des 2 côtés, mais à ses yeux, évidemment, de la mauvaise volonté surtout ukrainienne. Maintenant, il faut qu'on en termine avec ça, sinon basta, on arrête de s'occuper de ce dossier. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette nuit, il n'a pas stigmatisé Volodymyr Zelensky, contrairement à hier. Il a beaucoup plus parlé du cas des Russes. Qu'a dit ce plan? Je le disais, beaucoup de couleuvres à avaler du côté de Kiev. On a quelques ébauches, elles sont intéressantes. À quelle sauce les Ukrainiens vont être mangés? Alors c'est une sauce amère, si on peut dire. Ce que l'on sait pour l'instant, Christophe, c'est que ce plan final proposé par les États-Unis, en l'état, il est très difficilement acceptable par les Ukrainiens. Kiev considère cette proposition comme largement biaisée en faveur de la Russie. D'ailleurs, regardez ce que dit Volodymyr Zelensky. La proposition indique très clairement quel gain tangible la Russie obtient, mais ne dit que très vaguement et généralement ce que l'Ukraine va obtenir. Alors, je développe. Voilà ce que la Russie obtient avec la proposition des États-Unis de Donald Trump. Alors, voyez, cette reconnaissance en droit de la Crimée russe, une reconnaissance de l'occupation également donc, des oblasts de Luhansk, de Donetsk, de Kherson, de Zaporijjia, et l'engagement que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Mais alors, petite consolation, l'accord ne refuse pas l'entrée de Kiev dans l'Union européenne, et également stipuler l'engagement que l'Ukraine, donc la levée des sanctions, pardon. De l'autre côté, ce que l'Ukraine obtient avec la proposition de Donald Trump, alors vous voyez, une garantie de sécurité du pays qui implique un groupe de pays qui partagent les mêmes idées donc pour le protéger, la restitution d'une partie de la région de Kharkiv qui est actuellement occupée donc par les Russes, un passage sans entrave du Dniepr, ce fleuve qui longe la ligne de front dans certaines parties du sud de l'Ukraine, et évidemment une indemnisation et une aide à la reconstruction du pays. En revanche, le document ne précise pas
d'où viendra le financement, Christophe. Kady, les Américains, on le sait, surtout Donald Trump, ne font rien sans rien. Quel gain pour les États-Unis? Alors quel intérêt? Oui, Donald Trump n'a pas oublié évidemment les fameux minerais sur lesquels il lorgnait il y a quelques mois. Le document fait référence à l'accord sur les minéraux entre les États-Unis et l'Ukraine, qui est donc compris dans ce texte. Autre élément à prendre en considération, regardez, la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus importante d'Europe, on en a beaucoup parlé. Elle sera considérée comme en territoire ukrainien, mais exploitée par les États-Unis. Alors, si on s'attarde quelques secondes sur quelques points, voici ce que serait le visage de l'Ukraine. Alors, vous voyez, Zelensky, lui, dénonce ce plan, vous voyez qu'on le voit en gros plan, c'est parfait, comme une violation de la constitution ukrainienne et de la souveraineté nationale. En tout cas, ce plan, il est vu comme une provocation par les Ukrainiens qui estiment qu'il affaiblit considérablement l'Ukraine et il risque aussi, selon les Ukrainiens, de favoriser tout simplement de futures attaques russes. Absolument incroyable. Merci beaucoup, Kady. C'est pas gagné, c'est tout ce que l'on peut dire. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur certains points. Alors, on verra avec vous d'ailleurs, parce qu'il y a Kiev qui tente ce matin de faire une contre-proposition. Pas certain qu'elle soit entendue du côté de Washington et de Moscou. Mais d'abord sur ce plan. Pardonnez-moi, mais ça fait 3 ans qu'on parle ensemble de ce conflit, de cette guerre. Je ne vois pas, mais je peux me tromper, comment les Ukrainiens peuvent accepter cela. Oui, mais comment... Que les Russes acceptent, je le vois. Mais les Ukrainiens, je ne vois pas. Bien sûr, mais en même temps, comment les Ukrainiens peuvent-ils récupérer militairement ces territoires qui ont été conquis par la Russie? En fait, le problème, c'est qu'il y a une forme de réalisme qui est en train de s'imposer. La Crimée, le Donbass, même Zelensky évoquait le fait que ce serait très compliqué de le récupérer. Ce que veulent les Ukrainiens dans ce deal, c'est que la porte reste ouverte. Et c'est là où la reconnaissance américaine de la Crimée pose un véritable problème. Et on a vu à quel point les Ukrainiens s'insurgeaient contre cette idée. Après, il y a des contre-propositions ukrainiennes. C'est-à-dire qu'il y a une base de discussion sur la table. Ce que cherchent à faire les Ukrainiens, c'est d'essayer de l'amender avec le soutien des Européens dans un sens qui leur soit plus favorable. Exemple, l'affaire de l'OTAN. Donc là, on le savait, mais il n'y aura pas d'OTAN et ça, il n'y a plus de date, c'est terminé. En revanche, ce que cherchent à faire les Ukrainiens en ce moment en coulisses, et c'était notamment au cœur de la négociation à Londres qui s'est tenue au niveau des Sherpas et pas au niveau des ministres, c'est d'essayer au moins de se donner une perspective d'adhésion à l'Union européenne qui ne serait pas juste floue, c'est-à-dire même pas écrite dans le texte, mais écrite noir sur blanc, que oui, l'Union européenne pourrait donner un cap vers l'adhésion. Moscou n'avait pas d'ignette sur ce point. Non, voilà. L'OTAN, en fait, oui, bien évidemment, et quelque part, c'était un peu la piécette, c'était l'Europe, vous faites ce que vous voulez. C'est là la négociation, et la négociation en coulisses, elle insiste pour essayer de renforcer justement un peu l'Ukraine, qui évidemment, dans la version initiale, est très défavorisée. Exemple aussi sur les garanties de sécurité. Là aussi, ce sont des choses qui se discutent en ce moment. Et finalement, la présence à Zaporijjia des Américains, l'accord sur les minerais, c'est une forme, quelque part, c'est moins solide que ce que voulaient les Ukrainiens, mais de garantie de sécurité à partir du moment où des ingénieurs américains sont sur le territoire, ont des intérêts économiques. Une forme de protection américaine, notamment sur la centrale de Zaporijjia. C'est un peu comme ça qu'on essaye aujourd'hui d'enrober les choses. Ouais. Alors, il y a quand même un autre point, on va parler territoire dans un instant, mais il y a quand même un autre point important, Kady nous le disait, c'est la levée des sanctions depuis 2014. Alors, même si nous... on n'est même pas sur un strapontin, nous, Européens, à la table des négociations. La plupart de ces sanctions, on les maîtrise. Je ne vois pas comment c'est possible. Si quelqu'un peut m'expliquer, comment on lève les sanctions sur la Russie? Qui décide? Comment on fait? Il y a 2 sortes de sanctions. Il y a les sanctions commerciale, si je puis dire, l'interdiction pour les Russes d'exporter un certain nombre de produits. Il y a les sanctions financières, l'exclusion de la Russie du système bancaire. SWIFT, du système bancaire. Et puis, donc voilà. Donc, la première, sur les sanctions commerciales, je pense que les Américains sont beaucoup moins dépendants de la Russie que ne l'étaient les pays de l'Union européenne. En revanche, sur les sanctions bancaires, on est tous dans le même bateau. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'Amérique peut lever ces sanctions
sans que les Européens le fassent. Et évidemment, pour les Européens, c'est un dilemme très difficile. Un certain nombre d'Européens disent on peut peut-être lever nos sanctions, mais certainement pas recommencer une nouvelle dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Donc même si on lève les sanctions, on ne lèvera pas, il ne faut pas qu'on lève les sanctions énergétiques, en tout cas même si on les lève. Il faut même pas... sur les sanctions financières, je crois que la dernière prise de parole du président Macron, c'était non. Oui, c'était non, mais simplement on est c'est un non-mais. C'est ce que vous nous dites. Le réalisme peut aussi s'appliquer aux Européens, c'est ça ? Voilà, on n'est pas tout seul, je vous rappelle, dans l'Union européenne pour décider les sanctions. Donc il faut qu'il y ait un minimum d'accord. Mais moi, ce qui me paraît intéressant dans cette histoire, c'est que soit on a une position morale, juste, en termes de droit international, et effectivement, ce plan est inacceptable, parce que les Russes gagnent beaucoup plus que les Ukrainiens. Mais soit on a effectivement une position réaliste, et les Ukrainiens n'ont pas l'alternative de gagner la guerre. Ils n'ont pas l'alternative de reprendre la Crimée et la moitié du Donbass, sauf si les Européens les aident. Et donc la vraie question de ce plan, c'est la question... Oui, mais les aider, ça veut dire se retrouver face à face. Exactement. Contre la Russie et quelque part contre les Américains, c'est pas possible. En tout cas contre la Russie. Or, dans nos démocraties, il n'y a pas un seul pays, pas un seul parlement qui est prêt à faire la guerre à la Russie. Et donc, ça, les Ukrainiens le savent. Et donc, d'une certaine façon, on ne peut pas attendre à ce que Zelensky applaudisse, mais on peut s'attendre effectivement à ce qu'il commence à négocier sur la base de ce plan qui met, encore une fois, qui laisse entière la liberté de l'Ukraine d'avoir son armée, d'avoir son industrie de défense, d'avoir sa politique de défense. Donc c'est pas un pays neutre. Mais en revanche, moi je serais totalement opposé à l'idée que la participation de l'Ukraine à l'Union européenne fasse partie de la négociation américano-russe. Alors, ce serait la première fois que l'Union européenne serait un objet de négociation entre les Russes et les Américains. Et ça, c'est inacceptable. Donc il ne faut pas que ce soit dans l'accord. Bien sûr, les Européens se sont engagés à prendre l'Ukraine, on le prendra. Mais il ne faut pas que ce soit un élément de négociation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on risque, si on n'accepte pas, si je vous écoute bien, de se retrouver un peu, Grégory, dans la position de l'Ukraine. Vous savez, c'est-à-dire les empêcheurs de faire une paix, les empêcheurs de tourner en rond. C'est-à-dire que maintenant, par ricochet, le bébé nous est donné, on accepte ce plan, et si on ne l'accepte pas, eh bien, on pourra nous montrer du doigt en disant « Regardez, vilain Européen, vous ne voulez pas la paix, vous voulez encore des morts ». C'est ce qu'a dit hier Donald Trump. Non, mais vous avez raison, comme les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'en gros, ok, c'est vous qui bloquez. Voilà. Alors ça, c'est le message répété depuis des semaines par Trump à Zelensky. Ok, c'est vous qui empêchez d'arriver à un accord de paix. Et effectivement, demain, ça pourrait être les Européens. Mais ce deal vous va pas. Ok, tout est de votre faute. Je pense que Nicole a raison. Il y a les principes et la réalité. Les principes moraux de justice. Ce pays a été agressé il y a plus de 3 ans. Il risque de perdre 20% de son territoire. Du point de vue de la morale, c'est inacceptable. Maintenant, il y a la réalité du terrain qui fait que est-ce que Zelensky a le choix ? Non. Est-ce qu'il doit faire des concessions ? Oui. Jusqu'à quel point c'est tout ce qui est en train de se décider. Heureusement que l'Ukraine va pouvoir garder son armée. Vous imaginez ? Non seulement il se serait fait grignoter 20% du territoire, et en plus on leur dirait « et vous n'avez plus d'armée, aucun moyen de vous protéger ». Enfin, c'est évidemment la base, mais s'il ne peut obtenir que ça, peut-être qu'il doit le prendre aujourd'hui, évidemment. La raison, en fait, c'est le plan de la raison, c'est... par là qu'il fallait en passer. Je dis plus de la réalité que de la raison. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit raisonnable comme plan. Mais en tout cas, c'est la réalité, le mur de la réalité auquel Zelensky fait face aujourd'hui. Raisonnable ou raisonné, ça dépend comment on voit. Le problème pour l'Ukraine, c'est vraiment ces garanties de sécurité. Parce que geler le conflit sur la ligne actuelle, finalement... Ça, c'est la réalité du terrain qui s'impose. C'est un moindre mal. La question, c'est demain, comment est-ce qu'on empêche les Russes de réattaquer l'Ukraine ? Or, on voit bien que les Américains rechignent à donner des garanties solides et que finalement, la meilleure des garanties pour l'Ukraine, c'est son industrie de l'armement et c'est son armée. Aujourd'hui, 30 à 40% de l'armement qui est utilisé sur le front, il est produit en Ukraine. Donc, de plus en plus, quand même, par rapport à il y a 3 ans, l'industrie de l'armement ukrainienne s'est renforcée, a gagné en autonomie. Et c'est
vraiment là-dessus que maintenant Zelensky et les Ukrainiens misent. Alors, il y a cette aide européenne, mais en fait, ils doivent évidemment réfléchir au coup d'après. Que se passe-t-il si Trump met ses menaces à exécution et dit demain, moi c'est terminé, plus d'aide, plus de renseignements américains pour l'Ukraine. Et alors là, on rentre vraiment dans un univers extrêmement compliqué pour les Ukrainiens.